Manipuler des fonds publics, c'est une responsabilité colossale, n'est-ce pas? Aujourd'hui, notre objectif est clair. On va transformer ce qui ressemble souvent à une corvée administrative bien lourde en un processus complètement limpide. On va décortiquer ensemble la véritable colonne vertébrale de la gestion financière dans les établissements éducatifs algériens. J'ai nommé le fameux registre des dépenses. Pour les intendants, les gestionnaires, ce n'est pas juste aligner des chiffres sur du papier, non. C'est une affaire de transparence, de légalité et de confiance pure. Alors comment on fait pour que ce registre devienne un outil de maîtrise absolue au lieu d'une source d'angoisse? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette explication. Au menu de cette analyse, on va suivre un plan très simple. D'abord, les fondements du registre des dépenses. Ensuite, on passera aux 4 étapes clés de la dépense, avant de voir l'application pratique de l'enregistrement. On enchaînera avec les documents et les relations entre les différents registres. On fera un point essentiel sur les erreurs courantes et comment les corriger. Et on terminera avec l'importance cruciale de ce registre lors d'un audit. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, les fondements du registre des dépenses. Il faut bien se le dire, ce registre, ce n'est absolument pas un simple brouillon. C'est un livre comptable totalement obligatoire. Il est tenu d'une main de maître par l'intendant, qu'on appelle souvent le muqtassid, et c'est là que ça devient vraiment sérieux. L'intendant agit ici carrément en tant que comptable public. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il est personnellement et même pécuniairement responsable de chaque dépense exécutée. Ce registre sert à plein de choses. Il permet de fliquer, pour ainsi dire, la consommation des crédits, combien on a dépensé, combien il reste, et surtout est-ce qu'on risque d'exploser le budget. En gros, il garantit que chaque dinar dépensé est 100% légal, justifié par des documents officiels. C'est ce qui prépare le terrain pour le grand bilan de fin d'année, le compte financier. Passons maintenant à notre deuxième partie, les 4 étapes de la dépense. Toute dépense a une histoire, et ça commence par l'engagement. C'est tout bêtement la décision de base, le moment où on décide de commander un service ou un bien, genre signer un bon de commande. Après, on passe à la liquidation. Là, c'est l'heure de vérité. On vérifie que la marchandise est bien là et on calcule le montant exact à payer. Ensuite, troisième étape, c'est l'ordre de paiement, ce qu'on appelle aussi l'ordonnancement. C'est le moment de préparer le mandat, l'acte administratif qui dit « OK, on paie ». Et pour finir en beauté, le paiement lui-même. C'est l'acte matériel, le moment où l'argent sort pour de bon de la trésorerie, que ce soit par chèque ou par virement. C'est vraiment cette chronologie qui transforme un simple besoin en une transaction parfaitement légale. Faisons une toute petite pause ici parce qu'il faut dissiper un énorme malentendu. L'engagement, attention, ce n'est pas la dépense. L'engagement, c'est juste l'intention. C'est une décision qu'on prend bien avant que le moindre centime ne bouge. C'est comme réserver une part du gâteau budgétaire. La dépense, à l'inverse, c'est le paiement effectif, la ligne d'arrivée du processus une fois le mandat de paiement bien au chaud. Si on mélange les deux, on risque tout simplement de perdre complètement le contrôle de sa trésorerie. On avance avec la troisième partie, l'application pratique de l'enregistrement. Place au concret. Faut s'imaginer que chaque ligne d'un registre, c'est une petite histoire ultra traçable. Prenons un exemple classique. On achète du papier pour la rentrée chez un fournisseur, disons Maktabat al-Najjar. Comment ça se traduit concrètement? C'est simple. D'abord, la date, le 10 octobre 2025, puis le numéro du mandat, le 12 par exemple, pour garder la trace. On inscrit le bénéficiaire, donc notre librairie. Ensuite, le libellé qui explique pourquoi on sort l'argent, ici, achat de papier. Et là, truc crucial pour l'État, le chapitre et l'article budgétaire. Disons le chapitre 23, article 231. Et on finit avec le montant de la facture, 15 000 dinars. Si on prend un peu de recul, un registre qui tourne à plein régime, ça donne un tableau de bord complet des frais de l'institution. Par exemple, paf, une facture d'électricité Sonelgaz de 35 000 dinars. Ça va direct au chapitre 21, article 211. La facture d'eau de l'Algérienne des eaux, même chapitre, mais hop, article 212. Et si on achète un ordinateur chez Iticorp pour 85 000 dinars, ça bascule vers le chapitre 24, celui des équipements. C'est vraiment cette codification chirurgicale qui permet à l'État, à la fin de l'année, de savoir exactement combien a été brûlé en énergie par rapport au matériel informatique, et ce, à l'échelle nationale. Et le grand but de toute cette gymnastique, c'est ce chiffre. 147 000 dinars. C'est tout bêtement la somme de nos petits exemples, l'électricité, l'eau, les ordis, le papier. L'objectif mathématique numéro 1 de ce registre, c'est d'additionner en permanence chaque sortie d'argent. Ce montant final, c'est vraiment la clé de voûte. Il prouve, au dinar près, comment le budget a été exécuté au moment de préparer le bilan annuel. Ce qui nous amène à la quatrième partie, les documents et les relations entre registres. Bon, là encore, on va mettre un gros coup de projecteur sur une confusion hyper fréquente. L'ordre de paiement, le fameux mandat, c'est purement un document comptable interne. C'est lui qui autorise et prouve que la dépense est valide pour l'administration. Le chèque, par contre, eh bien, c'est juste le bout de papier bancaire qui déplace physiquement l'argent d'un compte A vers un compte B. Pour faire très simple, le mandat, c'est le feu vert, le chèque, c'est la voiture. Le mandat donne l'autorisation légale et le chèque, lui, exécute le mouvement. Mais attention,
Pour que ce fameux feu vert, ce mandat soit valable, il lui faut des preuves en béton. Il y a un arsenal documentaire absolument obligatoire. C'est simple, pas de paiement sans ça. Il nous faut la facture, le bon de commande initial, le mandat bien sûr, la preuve de paiement comme le chèque ou l'avis de virement, et une pièce maîtresse, le procès-verbal de réception. C'est ce PV qui prouve que oui, les chaises ou les ordinateurs sont bien arrivés physiquement dans l'école. Sans tous ces papiers, le beau chiffre écrit dans le registre, il ne vaut strictement rien juridiquement. On passe à la 5e partie, les erreurs courantes et comment les corriger. Alors là, on entre sur un terrain miné. Et on ne parle pas de petites fautes d'inattention, mais de trucs qui frôlent parfois l'infraction pénale. Payer sans facture, par exemple, c'est illégal, point barre, c'est un délit. Ensuite, il y a la fameuse erreur de dépasser son budget, dépenser de l'argent virtuel qui n'existe même pas sur la ligne budgétaire. On voit aussi souvent de mauvaises imputations, genre mettre la dépense dans le mauvais article, ce qui va complètement fausser le bilan. Et le pire, c'est le double enregistrement. Ça gonfle artificiellement les dépenses et ça crée un trou immédiat entre le papier et la réalité des caisses. Du coup, si jamais le stylo dérape dans ce registre physique, on fait quoi? Surtout, on panique pas, mais on suit la règle à la lettre. Et la règle numéro 1, c'est jamais, au grand jamais, de correcteur blanc. Le fameux blanco, en comptabilité publique, c'est un péché capital. Pour que tout reste propre et transparent pour un futur contrôle, il faut rayer l'erreur d'un seul trait fin. L'ancienne écriture doit impérativement rester lisible en dessous. Ensuite, on réécrit la bonne info juste à côté, et l'intendant vient signer juste là. Pourquoi on fait ça? Pour la transparence totale. L'auditeur qui passera par là saura exactement ce qui a été corrigé et par qui. Ce qui nous prépare parfaitement pour notre 6e et dernière partie. L'importance du registre dans l'audit. Faut vraiment garder en tête que ce livre de compte, il va être passé au microscope par des autorités qui ne plaisantent pas. On parle du trésorier, de l'inspecteur des finances et au sommet de la pyramide, la Cour des comptes. Ils ne viennent pas pour boire le thé. Ils vont éplucher chaque ligne, vérifier la légalité de chaque centime, s'assurer que derrière chaque chiffre, il y a un dossier complet et valide, que les budgets n'ont pas explosé et que ce qui est écrit correspond à 100% à ce qu'il y a dans les coffres. C'est un peu l'heure de vérité pour l'administration d'un établissement. Ça nous amène à une réflexion hyper importante pour clôturer cette analyse. Tenir ce registre des dépenses, ce n'est pas juste noircir des cases sur du papier, c'est vraiment le cœur battant de la probité publique. Un enregistrement rigoureux, c'est le bouclier ultime qui protège l'argent du citoyen. C'est comme ça qu'un établissement prouve qu'il mérite la confiance qu'on lui accorde. Quand un gestionnaire trace chaque dinar avec intégrité, il fait bien plus des maths, il défend l'honneur de toute une institution. Au fond, la rigueur, n'est-ce pas la base même de la confiance publique? Voilà, c'est tout pour cette explication, merci d'avoir suivi cette